Bienvenue dans le débat, le lieu d'échange intellectuel et d'analyse rigoureuse où nous explorons les multiples perspectives qu'offrent nos sources. Aujourd'hui, on s'immerge dans une véritable crise d'identité qui touche le monde de la création contemporaine et tout particulièrement l'artisanat de luxe. Exactement. Et le sujet que nous tirons de nos textes, notamment autour de la philosophie de la maison Gemperle, c'est cette fameuse redéfinition de la fabrication du bijou. On est à une époque où la rationalisation et les nouvelles technologies prennent une place prépondérante. C'est ça. Et la question centrale qui va animer notre échange est fascinante. Est-ce que l'intégration massive de la technologie moderne, je parle de l'impression 3D, de la CAO, est-ce que tout cela détruit en quelque sorte l'âme et la véritable valeur du bijou artisanal ? Ou bien, à l'inverse, est-ce que ces éléments représentent l'évolution tout à fait naturelle et, disons, nécessaire de la main de l'artisan pour garantir l'excellence technique ? Et je vais défendre ici la première perspective. Je suis personnellement convaincue que la valeur fondamentale, le vrai luxe d'un objet précieux, réside exclusivement dans l'intervention physique directe de la main de l'homme, avec l'acceptation de ses imperfections uniques. Et de mon côté, je soutiendrai que la rationalisation et ces outils technologiques ne sont finalement que le prolongement naturel de l'humain. Ils permettent à l'artisan d'agir comme un véritable maître d'œuvre, vous voyez, un chef d'orchestre qui garantit la qualité. Très bien. Posons les bases. Pour bien comprendre ce qui se joue, il faut s'imprégner de l'essence même du bijou. Nos sources le rappellent brillamment, c'est un acte au cœur du rêve. Bien au-delà de la pure fonctionnalité, le bijou porte une valeur d'exception. Et historiquement, le luxe, le vrai, c'était un objet fait spécialement pour un client précis, par un artisan qu'il connaissait. Aujourd'hui, avec le développement des grandes maisons, la production se standardise. Et il y a cette citation de la maison Gemperle qui est redoutable. Je cite « Dans un bijou, il y a d'autant moins d'âme qu'un plus grand nombre d'âmes a été associé à sa fabrication. Ah, c'est une très belle formule. » Et elle est surtout très juste. Dès que vous fragmentez le processus entre des machines, des sous-traitants, vous diluez l'essence de l'objet. L'âme repose sur un contact physique ininterrompu. C'est la philosophie japonaise du wabi-sabi, cette légère imperfection, cette trace de lime. Ça confère à la pièce une singularité qu'absolument aucune machine ne peut reproduire. Je comprends cette vision poétique, vraiment. Mais il ne faut pas enfermer l'artisanat dans une nostalgie figée. Refuser l'outil moderne, c'est méconnaître l'histoire des métiers d'art. Les outils comme la CAO, la conception assistée par ordinateur, ou l'impression 3D, ils ne remplacent pas l'humain. Ils lui obéissent de la même façon que le ciseau obéit au sculpteur. Enfin, un ciseau ne dessine pas à votre place sur un écran. Mais la CAO non plus, c'est l'artisan qui guide la souris. Nos sources défendent le concept de production manuelle et rationalisée. La productivité est assurée par l'organisation, pas par une mécanisation aveugle. Prenez l'analogie du grand chef dans un restaurant étoilé évoqué dans les textes. Oui, le fameux coup de pète du maître. Exactement. Quand vous allez dans un grand restaurant, vous savez très bien que le chef étoilé n'est pas en train d'éplucher vos pommes de terre en cuisine. Certes. Mais c'est lui qui orchestre le repas, qui valide les cuissons et qui appose la touche finale. L'artisan moderne, c'est pareil. Il conçoit, il dirige et il valide chaque pièce. C'est ce qui garantit une qualité irréprochable tout en maîtrisant les coûts. L'analogie culinaire est savoureuse, je vous l'accorde. Mais on parle de métallurgie pure ici. Et c'est là que votre technologie modifie fondamentalement la matière. Parlons de l'impact physique. Vous connaissez l'écroussage, bien sûr. Oui, le martelage manuel du métal à froid. Voilà. Quand un artisan martèle l'or, il ne fait pas que lui donner une forme. Il comprime la structure cristalline du métal. Il le déplace. Cet écroussage rend l'or considérablement plus dense, plus dur et beaucoup plus résistant aux rayures. Ça donne un scintillement unique. C'est un fait physique, oui. C'est que ça génère de la porosité. La structure est beaucoup plus lâche. C'est pour cette matière densifiée par l'effort humain que le client accepte de payer 30% plus cher. Plus de la moitié du prix rémunère ce temps de travail qualifié contre 40% pour le marketing dans l'industrie. La machine appauvrit la matière. Je reconnais la beauté et la supériorité structurale de l'écroussage dans certains cas. Mais on ne peut pas balayer les technologies de fonte modernes, qui sont aujourd'hui extrêmement pointues et denses. Et surtout, il faut opposer à votre argument physique l'argument du temps. Le temps,
C'est justement ce qui donne de la valeur. Jusqu'à un certain point, l'artisanat a toujours intégré le progrès technique. Nos textes citent l'exemple du travail de l'ivoire au XIIe siècle, révolutionné par de nouveaux outils. Aujourd'hui, modéliser une maquette complexe à la main, ça demande facilement 20 heures de travail laborieux. La CAO réduit ce temps à 5 heures. Donc on ampute le bijou de 15 heures de dévouement. Non, on libère l'artisan de 15 heures de tâches aliénantes. Ce temps gagné, il l'investit dans la recherche de design, dans l'innovation et surtout dans le polissage final et l'assemblage. Ça augmente sa capacité créative sans lui faire perdre la maîtrise d'œuvre. La CAO, c'est un levier, pas un remplaçant. C'est là que nous divergeons profondément. Ce que vous appelez des tâches aliénantes, c'est le dialogue intime avec l'objet. En cherchant cette rationalisation à tout prix, vous courez après la perfection mécanique. Et je rejette cette perfection standardisée. Parce que vous préférez les défauts. Je préfère la vérité. L'industrie vise l'uniformité, l'artisanat vise la vérité. Appuyons-nous sur nos sources. 70% des créateurs contemporains s'inspirent du wabi-sabi. Une légère asymétrie sur les épaulements d'une bague, une trace infime du marteau. Ce ne sont pas des défauts techniques. Ce sont, je cite, les signatures de la main. C'est très poétique, mais... C'est la preuve d'une intention. C'est ce qui crée une histoire transmissible. La standardisation et vos logiciels de CAO effacent totalement cette mémoire. Ils rendent le bijou stérile. Je dois nuancer cette vision qui me semble, disons, un peu idéalisée. L'irrégularité a de la valeur, oui, mais elle ne doit surtout pas servir d'excuse à une qualité technique défaillante. La rationalisation s'appuie sur une intelligence collective. L'intelligence collective, c'est-à-dire diluer le travail entre plusieurs personnes ? Non, c'est confier chaque étape à un expert absolu. Le designer, le fondeur, le sertisseur expert, le polisseur. Ça ne dilue pas l'âme, ça pousse le bijou vers l'excellence. Prenez le sertissage. Si un client demande un serti-clos ou une maille forçat complexe, l'irrégularité n'est plus charmante, elle est dangereuse. Si le serti est de travers, la pierre tombe. L'organisation rationnelle garantit que chaque bijou respecte les immenses standards du luxe, tout en gardant cette âme grâce à la vision globale du créateur. Je veux bien admettre que la précision est vitale pour un sertissage. Mais en éclatant ce processus en une chaîne d'experts spécialisés, on tombe dans le dernier écueil majeur soulevé par nos testeurs, l'anonymat. Ah, la question du lien avec le client ? Exactement. Le luxe original, c'est un visage, un artisan qui travaille pour une personne précise. Avec le développement des grandes maisons, je crains que l'artisanat ne se transforme en une vaste mise en scène. On fait du storytelling. Vous faites référence aux réseaux sociaux. Tout à fait. On crée un capital narratif artificié pour vendre. On montre un artisan à son établi sur Instagram alors que la bague a été générée par un algorithme et fondue en usine. Pour maintenir ce lien avec un grand L, le travail doit être pensé avec le client final présent à l'esprit, physiquement pendant la fabrication manuelle, pas juste à travers un écran. Alors là, je m'inscris totalement en faux contre cette lecture. La désintermédiation numérique, les plateformes, les réseaux sociaux, c'est très précisément ce qui permet aujourd'hui de bannir l'anonymat imposé par l'ère industrielle. En devenant des influenceurs, En redevenant des interlocuteurs directs, plus de 60% des ventes artisanales passent aujourd'hui par ces canaux. C'est un dialogue direct qui est recréé. L'artisan entrepreneur moderne utilise ces outils numériques pour co-créer avec le client. mais ça reste virtuel. Pas du tout, car l'objet final est tangible et l'intention est partagée. Le créateur explique en direct ce qu'est un serti-clos, il montre le martelage, il éduque son client. Chaque bijou est bien exécuté par une personne clairement identifiée pour une personne spécifique. Le digital n'est pas un écran de fumée, c'est une fenêtre ouverte sur l'atelier. Ça tue l'anonymat industriel. C'est un point de vue pragmatique, mais qui me conforte dans ma synthèse. On touche vraiment au cœur de notre désaccord. Je maintiens que si l'artisanat veut conserver sa noblesse et son statut de luxe absolu, il doit résister à cette facilité de l'outil et de l'écran. La véritable valeur, elle réside dans le temps long. Elle réside dans cette matière qui est travaillée, physiquement, dans la sueur de l'écroussage manuel. Et oui, dans cette vibrante irrégularité du wabi-sabi, qui tisse un lien humain, historique et émotionnel qu'aucune rationalisation ne pourra jamais égaler. Je respecte cette conviction,
Mais je réitérerai pour ma part que l'artisanat ne doit pas être un concept muséifié et figé dans la nostalgie. En intégrant la CAO, l'impression 3D, et en adoptant une approche rationalisée sous l'autorité du coup de patte du maître, l'artisan élève sa pratique. Il maintient une exigence technique vitale et surtout, il assure la survie économique de son métier dans un monde moderne. Il est évident que définir la frontière exacte entre l'outil qui aliène l'artisan et l'outil qui le libère reste un exercice d'équilibriste. Tout à fait. Et c'est là toute la richesse conceptuelle qu'offrait la maison Gemperle. Leur réflexion sur la relation entre l'homme, la machine et la matière est profondément stimulante et dépasse de loin le seul cadre de la joaillerie. Absolument. C'est une invitation à repenser notre rapport à la création en général. Merci pour cet échange et à très bientôt pour une nouvelle exploration de nos sources.